Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'environnement sur Eden TV. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser une fois encore au changement climatique, les impacts des changements climatiques sur les ressources en eau au Bénin. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec deux experts de la question. Moutikou Kouagou Gilbert, bonsoir Monsieur Moutikou. Bonsoir Monsieur Arthur. Bienvenue sur le plateau de Au cœur de l'environnement. Merci, c'est un plaisir. Alors je rappelle que vous êtes juriste environnementaliste. Oui, c'est ça. Et une parenthèse, j'aime bien que vous m'appelez aussi le jardinier. Le jardinier. Voilà, parce que mes parents me reconnaissent mieux dans ça. Parfait. C'est ça qui fait ce que je suis aujourd'hui. Sacré Moutikou. Alors, merci beaucoup. Et puis, à ma droite, Zaharandine Baladani. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes spécialiste en gestion des crises et catastrophes hydroclimatiques. Bienvenue sur Eden TV. Merci. Alors, mesdames et messieurs, comment le changement climatique impacte négativement les ressources en eau? Réponse dans cet élément que je vous invite à suivre. Vagues de chaleur, pluies de glace, inondations répétées, sécheresse, diminution des flux d'eau dans les fleuves, lacs et lagunes. Voilà quelques variabilités et éléments nouveaux du climat que l'on constate depuis quelques années. Ces changements observés sur des périodes suffisamment longues affectent beaucoup plus les ressources en eau. En Afrique de l'Ouest, le cas le plus édifiant est bien celui du lac Tchad. Au Bénin, le phénomène existe et prend aussi de l'ampleur au niveau de certains bassins fluviaux. On constate en effet que l'approvisionnement en eau des zones rurales est influencé par la prolongation de la saison sèche. Le plus important signal en matière de changement climatique qu'on a noté au Bénin et généralement en Afrique de l'Ouest, c'est la baisse de la pluviométrie et la hausse de la température. En réalité, des décennies 50 à 60 aux décennies 70-80, la pluviométrie chez nous a diminué de l'ordre de 10 à 15%. Quand vous regardez tout le Bénin du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est environ 10 à 15% de baisse de pluie que vous notez entre ces deux périodes. En matière de température, sur une fenêtre de 40 ans, on constate que la température moyenne a augmenté de l'ordre de 1 degré. La conséquence qui a été notée sur les ressources en eau, c'est que nos plus importants cours d'eau ont vu leur débit baisser de l'ordre de 30 à 40, voire 60%. C'est le cas pour le fleuve Ouémé qui a vu ses débits diminuer de l'ordre de 25 à 40% suite à la baisse de pluie de l'ordre de 10 à 15%. Pour les eaux du fleuve Niger au Bénin, je veux dire les affluents Mekrou, Alibori, Sota, le facteur d'amplification est plus élevé. Face à la baisse de plus de 10 à 15%, là-bas, on est allé à des baisses de débit de ces fleuves-là de l'ordre de 40 à 60%. Ça, c'est l'impact du changement climatique. Mais lorsque la pluie change, lorsque les hauteurs d'eau diminuent, cela impacte inévitablement non seulement l'écoulement de surface, mais également la recharge, c'est-à-dire l'eau souterraine. Donc l'Ouémé subit, comme tous les autres fleuves ou cours d'eau, l'impact de cette dynamique du climat dans notre pays. Arlan, un village de la commune de Zanyanado. Nous sommes dans la basse vallée de l'Ouémé. Avec ces échelles limimétriques installées dans le cours du fleuve Ouémé, on peut mesurer de façon quotidienne la montée ou la descente des eaux à ce niveau. Alors, merci à vous, Marcel Yedo. Retour sur ce plateau, Moutikou Kouagou Gilbert, alias le jardinier. Alors, qu'est-ce que vous retenez concrètement de ce qui vient de passer? Alors, avant de revenir à cette question, oui, je vais d'abord féliciter surtout Eden TV, les responsables, pour l'émission qu'ils accordent en faveur de l'environnement.
Alors, il y a aussi le volet où vous ne restez pas sans savoir que l'Atakora est le château d'eau du Bénin. Absolument. Alors, donc vous savez que si nous ne réfléchissons pas vers l'Atakora, vers le sud, vous savez qu'il y aura quand même un impact qui va rejaillir. Voilà, qui va rejaillir sur le sud. Donc c'est pour dire que je suis heureux de participer à cette émission, surtout que ça touche les questions d'eau et l'Atakora étant le château d'eau du Bénin. Merci. Nous sommes également très heureux de votre disponibilité légendaire. Alors, Monsieur Baladani, dites-moi, qu'est-ce que vous, de votre côté, vous retenez de ce qui vient de passer comme élément? Eh bien, après avoir visionné l'élément, il faut dire que tout ce qui a été dit, actuellement, c'est ce que nous vivons, Les questions du changement climatique, ça a directement d'impact sur les ressources d'eau. Et il faut prendre des mesures nécessaires quand même pour contrer cela. Ça serait des mesures urgentes, n'est-ce oui, pour contrer l'effet là sur les ressources en eau, puisqu'on ne peut pas vivre sans l'eau. Donc, c'est très important. Alors, je suis toujours avec vous. Hein. Dites-moi, quelles sont les différentes catégories de ressources en eau dont on dispose de façon générale? Et de façon générale, quand on prend d'abord le cas du Bénin, et selon la deuxième communication nationale, et il nous a été dit après l'inventaire que nous avons une potentialité hydrique, que le Bénin est vraiment arrosé avec une potentialité hydrique de 1,96 milliard de mètres cubes d'eau de surface et de 13 milliards de mètres cubes d'eau souterraine. Qu'est-ce que cela voudrait dire concrètement? Ça voudrait dire que nous avons quand même une potentialité énorme en termes de ressources en eau, même si cette ressource est inégalement répartie. Quand on prend le cas, on a plus le sud qui est arrosé avec un régime bimodal, c'est-à-dire 4 saisons avec une alternance de 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches. Mais le nord, par contre, nous n'avons que 2 saisons, une saison sèche et une saison pluvieuse. Donc, les différents types de ressources que nous avons les ressources en eau superficielles, nous avons les ressources en eau qui sont en profondeur au niveau des nappes et des aquifères. Ok, d'accord. Donc, généralement, c'est ce que nous pouvons dire. D'accord. Monsieur Moutikou, pour vous qui êtes jardinier, dites-moi concrètement, c'est quoi le changement climatique? Comment est-ce que cela affecte tout ce que vous faites au niveau de votre jardin? Du coup, vous savez déjà que c'est de mon habitude de monnayer le savoir savant. Donc, je sais que mes parents au fond du Nord sont en train de me suivre. Alors, le changement climatique, pour aller terre à terre, on peut l'expliquer par des perturbations, des dérèglements, de l'augmentation. C'est pour dire quoi? Lorsque nous espérons les pluies en juin, et précipitamment, nous constatons qu'en mars, les pluies ont commencé et c'est de fortes pluies. Ça s'explique par un changement climatique. C'est-à-dire qu'il y a un dérèglement des paramètres et des caractéristiques climatiques. Et cela affecte les salades, les carottes et tout ce que Bien sûr. Ça dérègle catégoriquement même au niveau des itinéraires techniques de chaque culture. Et là, voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport au changement climatique. La hausse de la température, la baisse et tout, quand ça quitte la moyenne, nous allons pratiquement dire qu'il y a changement climatique. Alors, Monsieur Baladani, nous nous focalisons un peu plus sur la thématique du jour. Alors, quels sont les impacts de ce changement climatique sur les ressources en eau dont dispose le Bénin? Et quand on parle de changement climatique, d'abord, il faut notifier que majoritairement, quand on demande aux individus, c'est quoi? Bon, je ne dirais pas individus, quand on demande aux personnes, c'est quoi le changement climatique, on a tendance directement à dire les changements climatiques sont les causes principales. C'est les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre en soi ne sont pas mauvais. Mais l'augmentation de ces gaz à effet de serre, c'est ça qui pose le problème. Puisque dans l'atmosphère, normalement, nous avons les gaz à effet de serre. Et c'est ces gaz qui nous permettent de régulariser la température terrestre de 15 degrés en moyenne. Mais sans ces gaz, la température qui devrait être à la surface, ça serait moins 18 degrés Celsius. Et donc, personne ne pourrait quand même vivre sur la Terre. Donc, si aujourd'hui nous parlons des changements climatiques, c'est parce que les activités anthropiques que nous menons se sont
ont émis des gaz à effet de serre qui se sont augmentés au fil des années, qui se sont augmentés à ces gaz qui étaient là au début. Et donc la concentration étant quand même très importante, le rayonnement infrarouge qui devait être capté pour avoir la température moyenne de 15, c'est le nombre de ces gaz capte plus que normalement ce qu'il devrait capter. Est-ce que d'une part, l'homme n'est pas également responsable de tout ça? Exactement. C'est ce que j'ai dit. C'est les activités anthropiques que nous faisons qui augmentent ce nombre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qui captent énormément le rayonnement infrarouge à l'origine du réchauffement climatique. Et c'est quoi l'important sur les ressources en eau? Quand nous prenons l'augmentation de la température, cela favorise une évaporation très très importante de ces ressources. Et ce qui fait que le débit au niveau des cours d'eau, ça diminue. Et au niveau de l'élément que nous avons visionné tout de suite, ils nous ont dit que dans le nord, quand on prend Mekrou, Alibori et Sota, il y a une baisse de 40 à 60% des débits. Et donc, c'est dû à la montée des températures. Donc, également, quand on a les changements climatiques, ça altère la qualité de l'eau. Et nous, imaginons un peu, nous prenons peut-être un pot où il y a 5 litres d'eau, on met 2 morceaux de sucre et qu'on fait évaporer l'eau qui est dedans. La concentration de sucre qui était là ne serait pas la même quand l'eau va évaporer peut-être de 3 litres. Maintenant, quand on est avec les coups d'eau aussi, l'évaporation, l'ensemble des débris, des sédiments que l'eau ruisselle dépose, qui sont déposés au bout des coups d'eau, au fond des coups d'eau, cela, quand l'eau s'évapore, la concentration des terres, débris et nutriments devient de plus en plus importante et on est maintenant à ce qui conduit de moins à la dégradation de la qualité de l'eau. Monsieur Moutikou, les ressources en eau sont suffisamment affectées par le changement climatique. Est-ce que vous êtes d'avis? Oui, bien sûr. Et pour renchérir ce que mon frère vient de dire, c'est pour dire que quand nous parlons de changement climatique, nous avons dit tout à l'heure, je viens de présenter quelques définitions plus pratiques du changement climatique sur nos ressources en eau. Imaginez, nous observons des pluies à une période donnée et à cause du changement climatique, ces pluies ne sont pas au rendez-vous. Nos cours d'eau, les lacs, les rivières vont connaître des achèvements. Des perturbations. Oui, des achèvements, des tarissements précoces. Et du coup, nos ressources en eau ont pratiquement un grand souci. Les poissons qui avaient des habitats, je vais dire, pour caricaturer, seront déstabilisés. Ça, c'est clair. Les plants, le reboisement qui était autour de ces cours d'eau, vont connaître un achèvement aussi et cela ne va pas faire avancer les choses dans le secteur de l'environnement. D'accord. Monsieur Baladani, je me penche une fois encore vers vous, d'autant plus que vous êtes spécialiste en gestion des crises et catastrophes hydroclimatiques. Dites-nous concrètement, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les risques? Bon, pour réduire les risques, il faut dire le risque, déjà là, nous avons souvent des inondations qui sont, de manière répétitive. Et comme mon collègue l'a dit, actuellement, quand on parle de changement climatique, il y a un phénomène qui est là, la recrudescence des régimes pluviométriques. La pluie peut-être vient tardivement, mais avec une grande intensité. Ce qui fait que la quantité d'eau qui vient au sol, le sol n'a pas cette capacité d'absorber tout. Et comme on le dit, quand on mange et on dépasse la normale, soit on vomit, soit on laisse. Et c'est ce qui se passe. Quand les cours d'eau sont gorgés d'eau, ils seront obligés de déborder. Et c'est ça qui est à l'origine des inondations fluviales que nous constatons. Et l'eau aussi, n'étant pas capable de s'infiltrer, on est confronté à ces inondations, puisque la capacité d'absorption du sol est dépassée. Il y a ce qu'on appelle aussi le raccourcissement des pluies. C'est que la pluie qui devrait normalement s'étendre sur 80 jours, on voit que cette pluie vient sur 30 jours. Donc là, on serait quand même confronté à ces inondations. Et donc, comme solution que nous pouvons quand même apporter et proposer, j'allais dire, il faudrait quand même commencer par soi-même. Majoritairement, nous voyons quand on construit nos maisons,
on a tendance à vouloir bétonner nos cours de maison. Et cela limite la capacité d'infiltration de l'eau. Ce qui fait que l'eau... Ceux qui ont suffisamment d'argent ne sont pas d'accord avec vous. Ah bon? Par exemple, M. Moutikou ne serait pas d'accord avec vous. M. Moutikou n'a pas suffisamment d'argent. Hein. Ça, c'est juste une virgule, oui. Mais c'est une réalité quand même. Quand vous laissez, vous bétonner la maison, là, ça diminue quand même la capacité d'infiltration d'eau. Ce qui fait que l'eau qui devrait être absorbée directement est déversée au dehors. Et il faut aussi que nous puissions savoir qu'il y a des endroits où il ne faut pas quand même habiter. Les zones inondables. Je pense que nous avons déjà la cartographie de ces zones qui sont inondées. Normalement, on ne devrait pas habiter dans ces zones. Donc, quand on achète, on habite, on serait toujours confronté. C'est des zones où la parcelle coûte souvent moins cher. Oui, c'est moins cher, mais les dépenses que vous aurez à faire après, c'est quand même problématique. Le mieux, c'est de dépenser cher et être à l'aise dans le futur. D'accord, je vous donne la parole. Alors, moi, étant jardinier, je vais toujours proposer comme mesure, et c'est de réfléchir à reboiser aussi nos cours d'eau. Reboiser, d'accord. Oui, reboiser nos cours d'eau pour restaurer le couvert végétal autour de ces cours d'eau. Parce qu'il y a les fortes pluies, les inondations participent aussi à la dégradation, à l'érosion de ces cours d'eau. Ce qui fait que la profondeur que ces rivières, ces lacs, ces cours d'eau devraient avoir, ça réduit considérablement. Et lorsque ça réduit considérablement, l'eau, s'il y a inondation, ça ne peut que rejaillir sur ceux qui bordent les habitations. Il y a aussi le fait que nous pouvons travailler à encourager nos parents, la population, qui bordent souvent ces lacs, ces rivières-là, à travailler à promouvoir les foyers améliorés, par exemple. Là, ça réduit considérablement l'utilisation des bois de chauffe. Donc, il n'y aura plus la coupure des arbres anarchiques pour ne pas être... Parce que nous sommes agresseurs de notre propre nature, ce qui n'est pas bien. D'accord. Voilà ce que je peux proposer. Et il faut aussi... vous savez, il faut également noter que les changements climatiques, lorsqu'il y a inondation, il y a aussi cette possibilité de réfléchir et prendre ça comme des atouts, afin de recycler aussi ces eaux-là, pour pouvoir les utiliser pour des activités agricoles en période de saison sèche. Et de l'autre côté, lorsque par exemple nous constatons de fortes sécheresses, il y a par exemple les systèmes d'irrigation que nous pouvons mettre sur pied pour compenser. La culture par exemple la mise en place des cultures de bas-fond, par exemple, comme le riz, la mise en terre des plants hydrophiles comme le cocotier, les bananiers, dans ces zones-là, quand même, vont participer quand même à réduire et créer quand même un atout pour pouvoir exploiter un tant soit peu ces débordements-là. Alors, M. Baladani, mais quand même les débats, les colloques, les ateliers sur le changement climatique ne cessent d'être organisés. Mais est-ce que nous pouvons espérer que les choses changent un jour? Oui, nous pourrons quand même beaucoup espérer, puisque sans ces colloques, sans ces débats, je ne pense pas que nous pourrons quand même avoir aujourd'hui certaines règles qui nous empêchent de faire certaines choses. Et quand on va, par exemple, on prend l'exemple de la COP, il y a des décisions qui sont souvent prises. Et les décisions, quand vous signez, c'est que vous devrez respecter. Nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui les CDN, les contributions déterminées au niveau de chaque pays. Donc, c'est tout un ensemble de pays qui ont signé ces contributions déterminées au niveau du pays et qu'ils ont décidé de faire quoi? De réduire un tant soit peu les émissions de gaz à effet de serre. Donc, sans par exemple la participation ou bien la mise en place de ces colloques, la COP par exemple, on n'aurait pas arrivé à cela. Également, je pense que lors de la COP passée, il y a un budget qui a été alloué typiquement aux pertes de dommages. Et si on parle de pertes de dommages, majoritairement, c'est plus frappant en Afrique. Puisque nous sommes ceux qui émettent moins.
on émet moins, mais on subit plus les affres des changements climatiques. Et donc, il y a un budget qui a été alloué à ça pour dire que, bon, désormais, vous pouvez quand même faire des inventaires pour dire, voilà, comme l'inondation vient. Et là, on aura quand même assez de budget pour contrer les effets des changements climatiques. Donc, sans ces colloques, sans ces débats, je pense qu'on ne peut pas quand même arriver à ces décisions qui sont très importantes. D'accord. Moutikou, est-ce que l'espoir est permis? L'espoir est permis, mais pas de l'espoir aveugle. Il faut que ça soit de l'espoir, autant pour moi, de l'espoir basé sur... du concret. Pas forcément du concret, mais sur des réflexions qui vont se projeter dans l'avenir et que ça soit plus pratique. C'est pour dire, comme mon frère l'a dit, c'est suite à des réflexions de compensation, de limiter les gaz à effet de serre, que ces COP s'organisent de part dans le monde. Et c'est même cela qui a créé la naissance du droit de l'environnement, pour créer des bases juridiques pouvant encadrer pouvant réfléchir et encadrer cela. Alors, aujourd'hui, je vous donne, juste pour donner des exemples. Nous sommes déjà partis. Pour donner des exemples. Vous voyez, par exemple, quand je détruis des arbres, c'est condamnable. Ce sont des actes répréhensibles. Tout à fait. On m'attrape en justice, le procès, bon, tout se passe pratiquement bien. Et il y a des dommages et intérêts que le juge décerne ou soit demande, comment on appelle, à celui qui a commis l'infraction. C'est vrai, la personne paye ces dommages et intérêts. Mais j'ai détruit des arbres. Est-ce qu'il ne peut pas avoir des systèmes où, même si la personne paye et règle ses dommages et intérêts et ses dommages, on peut pousser cette personne à aller produire ses plants ou aller acheter ses plants et réitérer. Et faire le suivi jusqu'à un niveau donné avant d'être relâché définitivement de toute poursuite, je pense que vous avez raison, toute poursuite judiciaire. Mais nous sommes en train de travailler en tant que juristes. Les recherches vont se mener et nous allons travailler et proposer cela à l'État, au gouvernement, aux décideurs, afin et espérer que ça soit... ça puisse porter. Ça puisse réellement porter. D'accord. Nous allons faire un dernier tour de table. Baladani, qu'est-ce que vous avez à dire pour clore cette émission? Bon, eh bien, pour finir, il faut dire que les questions des changements climatiques sont là. Et comme je l'ai dit, l'Afrique est moins émetteur, mais c'est nous qui subissons le plus. Et il faut quand même prendre en compte tout ce qu'on nous dit. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les systèmes d'alerte précoce qui nous prédit que voilà, il y aura des inondations à tel moment. Donc, il faudrait prendre cela au sérieux, puisque c'est des activités qui sont faites en profondeur avant de prendre cette décision. Donc, et ça serait quand même bien aussi de mettre en place et en pratique tout ce qui a été dit, d'éviter de s'installer dans les zones inondables, puisque quand vous installez, tenez, hein? Oui, quand vous vous installez, ça augmente votre degré de vulnérabilité. Et on ne peut pas poursuivre, comment dit-on, voir que là où je vais habiter, c'est moins cher, et je vais m'habiter, et après dépenser plus que ce que j'avais dépensé au départ. Merci beaucoup à vous. Moutikou? Alors, pour finir, je vais demander au gouvernement, à l'État central et aux autorités communales, qui sont les moteurs, qui sont les décideurs de ces prises de décision, qu'ils mettent ça réellement en pratique, qu'ils travaillent à ce que les marchés publics liés aux questions environnementales, que ça ne soit pas, qu'on n'observe pas des éléphants blancs, où les remises officielles, les remises provisoires et tout ont été, bon, tout a été clôturé, mais au bout du rouleau, nous constatons que les plans, après un an, on n'a plus de plans là. Et il faut noter également que les efforts, par exemple, j'ai suivi le fonds pour l'environnement et le climat, où il y a des communes dont Natitengu fait partie, et ayant bénéficié de ces fonds-là, il va falloir que nos autorités puissent prendre la chose à bras-le-corps de façon rigoureuse et travailler à ce que ces réalisations soient vraiment pratiques et que ça soit bien vu et pour porter et impacter réellement.
D'accord. Allez, merci beaucoup à vous, Moutikou Kouagou Gilbert. Je rappelle que vous êtes juriste environnementaliste. Merci d'avoir été là. Merci. Zahrandine Baladani, merci également à vous. Vous êtes spécialiste en gestion des crises et catastrophes hydroclimatiques. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Marcel Yedo a assuré de main de la technique. Il a été assisté de Emmanuel Agbo-Djelou et de Gérard. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Code de l'environnement.